Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui débute de façon assez glaçante, il faut dire. Imaginez un meurtre sur une toute petite île écossaise, Iona, très isolée. Oui, c'est ça. La victime est retrouvée dans un monastère, le crâne fracassé, et puis il y a ce détail, vraiment macabre, une sorte de matière blanchâtre qui coule du nez. Oui, un détail qui, on l'apprendra vite, cache une réalité encore plus terrible. Une excérébration. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Brûre, oui. Et pour mener l'enquête, on a l'inspectrice Grace Campbell. Alors elle, c'est un personnage assez complexe, non? Tout à fait. On nous l'a décrit comme marquée par une ancienne obésité, et surtout, elle est en pleine tentative de rédemption professionnelle. Elle a été rétrogradée après un échec cuisant. D'accord. C'était une femme plutôt solitaire, elle trouve son refuge dans les livres. Mais on sent une empathie cachée, comme cette histoire de berceuse qu'elle fredonne pour un voisin en détresse. Donc cette affaire sur Iona, c'est un peu sa dernière chance, si je comprends bien. C'est exactement ça. Les informations qu'on va discuter viennent d'un récit qui a l'air vraiment dense, un thriller très prenant. Notre but, c'est d'en explorer les points forts, les révélations chocs. Oui, et de voir comment une enquête locale peut déraper vers des enjeux bien plus vastes. Alors allons-y, on commence sur Iona. Que se passe-t-il quand Grace arrive sur l'île? Eh bien, elle débarque sur cette île chargée d'histoire, un peu hors du temps, hein. On parle quand même de l'île où sont enterrés d'anciens rois écossais, peut-être même Macbeth. Ah oui, quand même. Et là, elle découvre le corps, Anton Weissack, dans sa cellule du monastère. La scène de crime est violente. Il y a des signes de lutte évidents. Et le médecin légiste Wallace Murray, il confirme ce qu'on redoutait. Oui, il confirme l'horreur. C'est bien de la matière cérébrale. L'excérébration a été faite de manière brutale, probablement par le nez, et la victime était sans doute consciente au début. Une véritable torture. C'est terrible. Et ce Anton Weizsäck, on n'en sait plus sur lui? Mais c'est là que ça se complique. Il est jeune, né en 95 apparemment, mais son identité semble suspecte. Pas de passé connu avant les 2 dernières années et demie. Vraiment? Pourtant, l'abbé du monastère le décrit comme quelqu'un de brillant, de très cultivé, un esprit vif. Et d'ailleurs, Grace va trouver son atelier secret. Un atelier secret? Dans un monastère, oui, caché, et rempli de matériel scientifique, de recherches en astrophysique. Ça cadre pas vraiment avec l'image du simple résident de monastère, hein. Clairement pas. Du coup, les premiers suspects, ce sont les moines cloubiers. Logiquement, oui. L'abbé, d'abord, qui semble un peu cachotier, qui retient des informations. Il y a aussi frère Logan. Logan Jean. Oui, il était apparemment jaloux du talent, de l'intelligence d'Anton. Il pratique même l'autoflagellation, c'est dire son tourment. D'accord. Et puis, il y a frère Colin, un personnage touchant. Il bégaye, et il était la cible des moqueries d'Anton, justement sur son intelligence limitée. Ah, C'est lui qui va devenir un témoin clé, après que Grace l'ait sauvé d'une tentative de suicide. Il était au bout du rouleau. et qu'est-ce qu'il a vu, ce frère Colin? Il a vu un visiteur, juste avant le meurtre. Un jeune homme, la vingtaine, look assez soigné mais très arrogant. Des tatouages, des écouteurs. Un profil qui détonne sur Iona, j'imagine. Complètement. Et ce visiteur s'est montré verbalement très agressif avec Anton. Il a utilisé un faux nom. Stephen Carlo. Steven Carlo, le suspect numéro 1 donc. Exactement. Et cette piste va emmener Grace bien loin de l'île. Comment ça? Elle trouve des photos. Des photos d'Anton et de ce Carlo, ensemble, près de sites préhistoriques dans les Highlands. Sur une carte, un lieu est marqué. Les Traligil Caves. Les Traligil Caves, ce sont des grottes, c'est ça? Oui, et elles ont la réputation d'être extrêmement dangereuses. L'enquête prend une toute autre direction. Et en parallèle, il y a ces recherches d'Anton en astrophysique, ça donne quoi? Alors ça, c'est fascinant. Grace consulte un expert, le professeur Martin Barlow. Il se penche sur les travaux d'Anton concernant le fond diffus cosmologique. C'est, pour simplifier, la plus vieille lumière de l'univers qu'on puisse observer. La première photo de l'univers, en quelque sorte. C'est ça, environ 380 000 ans après le Big Bang. Et Anton étudiait des points très spécifiques sur cette photo. Des points qui montrent des niveaux d'énergie anormaux, beaucoup trop élevés pour cette époque. Trop élevé, c'est-à-dire? Selon nos modèles actuels, ce genre de radiation intense ne devrait pas exister si tôt dans l'histoire de l'univers. Alors Barlow, il émet 2 hypothèses assez vertigineuses. Ah oui, lesquels? Soit notre calcul de l'âge de l'univers est faux, ce qui serait déjà énorme. Soit, et c'est encore plus fou, ces points d'énergie sont des vestiges d'un univers qui existait avant le nôtre. Attendez,
Un univers antérieur. Oui, il parle de la théorie du Big Bounce, le grand rebond. L'idée que notre Big Bang ne serait pas le début de tout, mais plutôt le rebond d'un univers qui s'est effondré avant. Ça dépasse l'entendement. Mais Grace, elle reste concentrée sur le terrain, j'imagine. Direction les grottes. Tout à fait. Elle laisse un peu de côté le cosmos pour l'instant et part explorer les Traligil Caves. Elle engage un guide local, Ian McGregor. Et c'est dangereux, comme prévu. Oui, c'est une expédition très risquée. Descente en rappel, passage étroit et glissant. À un moment, le guide veut arrêter, jugeant la suite trop dangereuse. Et Grace? Elle refuse. C'est là qu'elle lui révèle qu'elle est inspectrice et qu'elle doit absolument continuer. Elle prend des risques énormes, elle manque même de faire une chute mortelle. Cette détermination est incroyable. Et ça paye? Oh que oui. Elle finit par trouver un passage dissimulé. Et, derrière, un immense entrepôt souterrain. Gigantesque. Un entrepôt sous terre? Dans des grottes. Exactement. Mais la découverte tourne mal. Un garde armé surgit, il y a un affrontement, et Yann, le guide, est blessé. Oh non! Et là, Grace découvre ce qu'il y a dans l'entrepôt. Des étagères à perte de vue, remplies de dizaines de milliers de cercueils. Vides. Des cercueils, des milliers, avec un avertissement biologique dessus, c'est ça? Oui, un symbole de risque biologique. C'est à ce moment précis qu'une autre personne surgit. Encore quelqu'un? Oui, une femme. Incroyablement efficace. Elle neutralise d'autres gardes qui arrivent. Elle s'appelle Naïs Conrad. Naïs Conrad. Et qui est-elle? Elle se présente comme une agente de la DIA, la Defense Intelligence Agency, l'agence de renseignement militaire américaine. La DIA? Que fait-elle là? Elle enquête sur la société qui possède cet entrepôt. Une société au nom évocateur, Hadès. Hadès? Comme le dieu grec des enfers. Ça sent pas bon. Clairement pas. Naïs explique à Grance qu'Hadès y suspectait de trafic d'armes illégales. Et surtout, qu'Anton Weissack, la victime d'Iona, était un ancien employé d'Hadès. Ah, voilà le lien. Oui, et ce n'est pas tout. Naïs révèle qu'il existe une quinzaine d'entrepôts comme celui-ci, disséminés en Europe et aux États-Unis. 15 entrepôts de cercueils. C'est démentiel. Face à l'urgence et au danger, Naïs presse Grace de la suivre immédiatement au siège d'Hadès, à Édimbourg. Elles doivent laisser Yann, blessé, en attendant les secours. C'est un choix difficile pour Grace, un dilemme moral. J'imagine. Elles partent donc pour Édimbourg, au siège d'Hadès, World's End Close. Joli nom. Qu'est-ce qu'elles y trouvent? Les bureaux ont été vidés à la hâte, mais elles trouvent des documents cruciaux. Le plus important et le plus glaçant, c'est une sorte de plaquette commerciale d'Hadès. Une plaquette Euh. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle décrit une tendance inquiétante, une baisse significative et continue du QI moyen dans les pays occidentaux depuis les années 90. Et cette baisse est corrélée à l'augmentation du temps passé devant les écrans. Une baisse du QI liée aux écrans? C'est documenté, ça? Apparemment, c'est ce qu'affirme ce document Hadès, et il va beaucoup plus loin. Il prédit que ce déclin intellectuel va mener à un effondrement de nos sociétés, avec à la clé une mortalité de masse. Un effondrement sociétal? Et le plan d'Hadès, selon cette plaquette, c'est tout simple. Profiter de cette hécatombe annoncée pour vendre en masse les cercueils qu'ils produisent. C'est d'un cynisme absolu. Prévoir le pire et vouloir en tirer profit. Mais ce n'est pas fini. Un autre document révèle la structure de l'organisation mère, Olympe. Olympe. Oui, et ses filiales ont des noms très symboliques. Hadès, bien sûr, pour la mort, mais aussi l'été. L'été, le fleuve de l'oubli dans la mythologie grecque. Exactement. Pour l'oubli, la manipulation. Et Métis. Métis, l'intelligence, la ruse. C'est ça. L'intelligence, la création. Hadès, l'été, Métis. 3 piliers d'Olympe. Et c'est là que Naïs confirme les soupçons de l'ADA. Qui sont? Que Olympe ne se contente pas de prévoir cet effondrement et cette baisse de QI. Olympe est fortement suspecté de la provoquer activement. Mais comment? Provoquer une baisse mondiale du QI pour vendre des cercueils. C'est monstrueux. Via la filiale l'été. L'oubli, la manipulation. L'arme utilisée par Olympe ne serait pas une bombe, pas un virus. L'arme, ce serait la manipulation psychologique, à grande échelle. Une manipulation pour nous abêtir? Exactement. Accélérer l'abêtissement généralisé pour créer le marché pour Hadès. C'est une conspiration d'une ampleur inimaginable. C'est terrifiant. L'arme, ce serait nous-mêmes, nos habitudes, nos écrans. Et Grace, comment elle encaisse tout ça? C'est un choc énorme, évidemment.
Dans les documents, elle trouve aussi un autre nom. Une autre cible potentielle d'Olympe, après Anton, un certain Niels Steinabert. Niels Steinabert. Les indices suggèrent qu'il est en fuite, probablement vers une région très froide. Le Groenland est l'hypothèse principale. Mais avant de partir, il se passe encore quelque chose pour Grace, non? Oui, un moment de pure terreur. Gabriel, l'assassin d'Anton, le fameux Stephen Carlo, s'introduit chez elle. Il la menace, la met sous pression. Et le pire, c'est qu'elle apprend qu'il est dans le même avion qu'elle et Naïs pour Nuuk, la capitale du Groenland. Il les suit jusqu'au Groenland. La traque se poursuit là-bas alors. Oui, elles arrivent à Nuuk, puis se rendent dans un petit village inuit très isolé, Kapisilit. Là-bas, il y a une péripétie assez intense. Grace sauve une petite fille, Ayana, qui se fait attaquer par un ours polaire. Un ours polaire? Décidément, cette enquête. Oui, elle n'est pas épargnée. Grâce à des informations locales, elles finissent par localiser Niels Steinabert. Il se cache dans un vieux navire marchand pris dans les glaces, à l'écart de tout. Et la rencontre avec Niels Steinabert, j'imagine que c'est un autre choc. C'est le moins qu'on puisse dire. Neil confirme qu'il travaillait pour Olympe, pour la branche métisse, et puis il lâche la bombe. La vraie bombe de cette histoire. Qui est Il dit « Je suis un clone ». Un clone. Un clone d'Albert Einstein. Pardon, Albert Einstein? Oui, Niels Steinabert est une anagramme presque parfaite d'Albert Einstein. Et Anton Weizsäck, Isaac Newton. exactement. Anton Weizsäck égale Isaac Newton. C'était ça le projet métis d'Olympe, cloner des génies scientifiques historiques. Mais c'est de la folie pure. Cloner Einstein et Newton, dans quel but? Pour exploiter leur intelligence hors norme, bien sûr. Mais Neil révèle la partie la plus sombre. Olympe n'a pas utilisé leur génie pour faire avancer la science pour l'humanité. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'intelligence d'Einstein et que Newton pour développer et perfectionner les techniques de manipulation psychologique du projet L'été. C'est diabolique. Ils ont mis au point des méthodes basées sur la récompense aléatoire. Ce mécanisme psychologique qui nous rend complètement accros aux notifications sur nos téléphones, aux likes sur les réseaux sociaux, au défilement infini des contenus. Tout ce qui nous scotche à nos écrans aisément. Précisément. Ils ont utilisé le génie de Newton et Einstein pour optimiser ces systèmes d'addiction, et Olympe vendait ensuite ces techniques brevetées aux géants de la tech. Et les Google, Facebook, Netflix? Oui, tous ceux dont le modèle économique repose sur notre temps d'attention. Pour maximiser notre temps d'écran, nous rendre dépendants, et ainsi accélérer cet abêtissement global. Pour qu'Hadès puisse vendre ses cercueils à la fin. Le plan est monstrueux de bout en bout. C'est quand Neil et Anton ont compris cette finalité effroyable qu'ils ont décidé de s'enfuir et de tout révéler. Mais Gabriel, l'assassin d'Olympe, les retrouve sur ce bateau pris dans les glaces. Oui, il leur tend une embuscade. L'affrontement est violent. Et c'est là que Naïs est touchée. Mortellement. Oh non, pas Naïs. Avant de mourir, dans les bras de Grace, elle lui fait une ultime révélation. Elle ne travaillait pas que pour la DIA. Elle avait aussi une mission secrète pour le Pentagone. Le Pentagone? Quelle mission? Amener Niels Steinabert, le clone d'Einstein, à la base militaire américaine de Thulé, tout honneur du Groenland. Thulé? Pourquoi spécifiquement là-bas? Pour qu'il décode un message potentiellement caché dans ces fameuses anomalies du fond diffus cosmologique. Celle qu'étudiait Anton, le clone de Newton. Un message? Venu de l'univers précédent. C'est ça l'idée. C'est l'hypothèse folle du Pentagone. Naïs donne à Grace un code 25067 et une photo pour sa fille, Elena. Puis elle meurt. Quelle fin tragique. Grace se retrouve seule avec Neil, gravement blessé, sur un navire qui commence à sombrer. Et oui, la situation est désespérée. Gabriel, l'assassin, se suicide en se laissant couler avec le navire plutôt que d'être capturé. Grace et Neil sont récupérés de justesse par un hélicoptère militaire américain en route pour Thulé. Et Neil? Il survit au voyage? Il est très mal en point. Pendant le vol, sentant sa fin venir, il enregistre une confession vidéo complète pour Grace. Il détaille tout. Olympe, Métis, l'été, le clonage, la manipulation des géants du web. C'est un témoignage crucial, une preuve pour le monde. Une preuve qu'elle pourra utiliser? Et à Thulé, que se passe-t-il à la base? Un général américain de haut rang accueille Grace. Et il confirme tout, la théorie du grand rebond, l'idée d'un univers antérieur. Pour eux, ce n'est pas juste une théorie. Ils pensent que ces anomalies du CMB, qu'ils appellent les points de Hawking, Oui. sont comme des cicatrices laissées par les trous noirs de l'univers précédent. Et ils sont convaincus qu'un message mathématique complexe y est encodé. Un message de l'univers d'avant
Et ils ont besoin de Neil, du clone d'Einstein, pour le déchiffrer. Pouah, c'est leur unique espoir. Ils l'installent dans le planétarium de la base, où ils projettent les données du CMB sur la voûte céleste. Neil est à bout de force, mais il se concentre. Et est-ce qu'il y arrive? Il commence à visualiser le message, à murmurer des chiffres, des équations, peut-être. Son expression change. D'abord l'excitation de la découverte, puis quelque chose d'autre. Une terreur profonde. Absolue. La terreur. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne le saura jamais. Il semble comprendre quelque chose d'essentiel, de fondamentalement effrayant, peut-être. Mais il meurt à cet instant précis, emportant le secret avec lui. Une seule larme roule sur sa joue. Le message reste indéchiffré. C'est incroyable. Partir d'un meurtre sur une petite île écossaise pour arriver à ça. Une conspiration planétaire pour nous abêtir, des clones de génie scientifique et un message cosmique perdu venu d'un autre univers. L'ampleur est juste vertigineuse. Complètement. C'est une enquête qui dépasse toutes les échelles. Et au milieu de tout ça, il y a Grace. Son parcours est extraordinaire. Oui, elle est complètement transformée, non? Absolument. Elle n'est plus du tout l'inspectrice en disgrâce et complexée du début. Elle a traversé des épreuves extrêmes, elle a affronté des dangers mortels, elle a perdu Naïs, une alliée devenue proche, mais elle en ressort plus forte, libérée d'une certaine manière. Elle a surmonté ses démons personnels, comme la boulimie dont on parlait au début, hein. Oui, le récit suggère qu'elle a trouvé une forme de paix avec ça, qu'elle a regagné confiance en elle. Et son dernier acte est un acte de résistance. Elle diffuse la vidéo de Neil, elle expose Olympe au grand jour. C'est ça. Elle transmet cette preuve au monde. Elle tient aussi sa promesse envers Naïs en faisant parvenir la photo à sa fille. Quand elle rentre à Glasgow, elle est réintégrée, saluée par ses collègues. Une forme de rédemption complète. Une rédemption durement gagnée. Mais bon, cette fin, elle nous laisse avec tellement d'interrogations, c'est frustrant quelque part. C'est souvent le cas avec les histoires qui brassent de grandes idées. La question qui brûle les lèvres, c'est évidemment que contenait ce message cosmique. Était-ce un avertissement, une connaissance révolutionnaire, la clé de l'univers? La mort de Neil laisse ce vide béant. Oui. Mais ça nous ramène aussi à des questions plus immédiates, plus terrestres. Si des entités comme Olympe peuvent exister, si ces mécanismes de manipulation via nos écrans sont réels et utilisés à mauvais escient, comment on se protège? Individuellement, collectivement? C'est une question essentielle, en effet. Que ferait-on d'une vérité potentiellement trop grande, trop dérangeante, qu'elle vienne des confins de l'univers ou qu'elle soit tapie derrière nos propres habitudes numériques? Et surtout, comment lutter contre ceux qui, peut-être, cherchent activement à obscurcir notre propre intelligence pour leur profit? Ça laisse matière à réflexion, c'est certain.